Mansfield Park de Jane Austen. Chapitre 7. Eh bien, Fanny, comment trouvez-vous mademoiselle Crawford maintenant demanda Edmund le jour suivant, après avoir pensé longtemps à ce sujet lui-même. Comment l'avez-vous trouvée hier? Très bien, vraiment. J'aime l'entendre parler. Elle me divertit, et elle est si jolie que j'aime la regarder. C'est sa façon d'être qui est si attrayante. Elle a un si joli jeu de physionomie. Mais n'avez-vous pas été frappé par quelque chose de déplacé dans sa conduite? Oh, oui. Elle n'aurait pas dû parler de son oncle comme elle l'a fait. Cela m'a fort étonnée. Un oncle avec qui elle a vécu d'aussi nombreuses années, et qui, quels que soient ses défauts, aime tant son frère, qu'il traite comme son fils, paraît-il. Je n'aurais pas cru cela. J'étais sûre que vous auriez été choquée. Ce n'était pas joli, ni décent. Et si ingrat, je trouve. Ingrat est un grand mot. Je ne crois pas que son oncle ait aucun droit à sa gratitude, mais sa femme en a, et c'est par respect pour la mémoire de sa tante qu'elle est mise ici. Elle se trouve dans une situation compliquée, et avec une telle objection et un esprit aussi vif, il est difficile qu'elle rende justice à sa tante, sans porter une ombre sur l'amiral. Je ne prétends pas savoir lequel fut le plus à blâmer dans leur dissentiment, encore que la conduite actuelle de l'amiral inclinerait les sympathies vers sa femme. Mais il est naturel et admissible que mademoiselle Crawford défende complètement sa tante. Je ne juge pas ses opinions, mais je la blâme de les dire en public. Ne croyez-vous pas, dit Fanny, après avoir réfléchi un peu, que cette antipathie n'est que l'écho du sentiment de madame Crawford, puisqu'elle a été élevée entièrement par elle. Elle ne peut pas lui avoir fait voir clairement ce que voulait au juste l'amiral. C'est juste. Oui, nous devons conclure que les défauts de la nièce sont la copie de ceux de la tante, ce qui nous donne plus d'indulgence à son égard. Mais je crois que sa demeure présente doit lui faire beaucoup de bien, car les idées de madame Grant sont très justes, et elle parle de son frère avec une réelle affection. Oui, excepté dans sa façon de lui écrire de trop courtes lettres. Elle m'a fait rire, mais je ne puis évaluer l'amour ou le caractère d'un frère d'après ses lettres, et d'après le fait qu'il ne se donne pas la peine d'écrire de longues lettres, quand il n'a rien à dire d'intéressant. Je suis sûre que William n'aurait pas fait cela non plus. Et de quel droit suppose-t-elle que vous n'écririez pas de longues lettres si vous étiez absent? Du droit de son imagination, Fanny. Elle cherche dans tout ce qui peut contribuer à son propre amusement ou à celui des autres, ce qui est admissible, quand il ne s'y mêle ni grossièreté ni mauvaise humeur. Et il n'y a pas l'ombre de l'une ou de l'autre dans les façons de mademoiselle Crawford, qui ne sont ni âpres, ni bruyantes, ni impolies. Elle est très féminine, excepté dans ce que nous venons de dire, où elle n'a pas d'excuse. Je suis content que vous sentiez la même chose que moi. Ayant façonné son imagination et dirigé ses affections, il y avait grande chance qu'elle pense comme lui. Quoiqu'à ce moment-ci, et sur ce sujet, il y eut quelque danger qu'ils ne soient plus d'accord, car il était, quant à mademoiselle Crawford, sur la pente d'une admiration qui la conduirait, où Fanny ne pouvait le suivre. Les attraits de mademoiselle Crawford ne s'amoindrissaient pas. Au contraire. La harpe arriva, et ajouta encore à sa beauté la finesse et la bonne humeur, car elle jouait avec la plus grande obligeance et s'exécutait d'une façon pleine de goût et de sentiment, qui était délicieuse et méritait chaque fois des éloges. Edmond était au presbytère chaque jour, afin de jouir de son instrument préféré, et chaque matin apportait une invitation pour le lendemain, car la jeune fille était flattée d'avoir un auditeur, et l'habitude fut vite prise. Une jeune fille, jolie, vivante, avec une harpe aussi gracieuse qu'elle-même, près d'une fenêtre donnant sur un jardin fleuri, entouré d'arbres couverts de leur riche feuillage d'été, suffisait pour prendre le cœur de n'importe quel homme. La saison, le décor, l'air, tout était favorable à la tendresse et au sentiment. Madame Grant et sa broderie faisaient partie de l'harmonie, et comme l'amour change les aspects de toutes choses, le plateau de sandwich et le docteur Grant, qui faisaient les honneurs, complétèrent l'ensemble. Sans étudier ses sentiments, et sans les approfondir, à la fin d'une semaine, Edmond commençait à être très amoureux,
Et il faut ajouter tout à l'honneur de la jeune fille que, sans compter le fait qu'il était un homme du monde, mais n'avait pas comme son frère l'art de la flatterie et l'art de raconter des histoires amusantes, il commença à lui plaire énormément. Elle s'en rendit compte, quoiqu'elle ne s'y attendît pas du tout, et quoiqu'elle pût difficilement le prévoir, car il n'avait rien d'attrayant, ne se donnait aucune peine pour plaire et ne faisait aucun compliment. Ses avis étaient polis, son caractère tranquille et simple. Il y avait du charme peut-être dans sa franchise, son inflexibilité, son intégrité, que mademoiselle Crawford était capable de partager sans pouvoir les discuter. Elle ne pensait d'ailleurs pas beaucoup à tout cela. Il lui plaisait pour le moment. Elle aimait de la voir près d'elle. Cela lui suffisait. Fanny ne s'étonnait pas de ce qu'Edmond allait au presbytère chaque matin. Elle aurait aimé y aller également, si elle en avait été priée, pour écouter jouer de la harpe, comme elle trouvait naturel, lorsque le dîner du soir était terminé et que les familles se quittaient, qu'Edmond se crut obligé de reconduire madame Grant et sa sœur chez elle, tandis que M. Crawford était galant envers des jeunes filles du parc. Mais elle trouvait que c'était un mauvais échange, et si Edmond n'était pas là pour mettre de l'eau dans son vin, elle se serait facilement passée de tout le monde. Elle était un peu surprise qu'il pût passer tant d'heures avec mademoiselle Crawford sans avoir l'air de voir les défauts de celle-ci, dont elle se souvenait bien quand elle la revoyait. Edmond aimait de lui parler longuement de mademoiselle Crawford, mais il semblait vouloir passer sous silence l'amiral, et elle n'osait plus lui en parler la première, ayant peur de paraître méchante. La première peine que mademoiselle Crawford lui occasionna fut le désir qu'elle manifesta d'apprendre à monter à cheval. Edmond, l'y ayant encouragée, lui offrit de faire ses premiers essais sur sa jument, celle-ci étant tout à fait l'animal rêvé pour une débutante. Il s'arrangea cependant pour que sa cousine n'en fût pas privée le moins du monde, car il ne voulait pas lui faire manquer un seul jour d'exercice. La jument serait seulement conduite au presbytère une demi-heure avant que les promenades auraient lieu. Et Fanny, à qui il avait demandé l'autorisation, ne pouvait que se montrer flattée de sa façon d'agir à son égard. Mademoiselle Crawford fit son premier essai avec de bonnes dispositions, et ne gêna en rien Fanny. Edmond, qui avait conduit la jument et présidé aux premiers exercices, la ramena avant même que Fanny ou le cocher qui l'accompagnait dans ses promenades ne fussent prêts à monter. L'épreuve du second jour fut moins heureuse. Mademoiselle Crawford trouvait tant de plaisir à monter qu'elle ne désirait pas en finir si vite. Vive et audacieuse, quoique plutôt petite, elle semblait faite pour être écuyère, et au plaisir vraiment réel de l'exercice s'ajoutait chez Edmond la fierté de la voir faire des progrès vraiment étonnants et la peur de la contrarier. Fanny était prête et attendait, et madame Noris la grondait de ne pas être encore partie. Mais ni Edmond ni le cheval n'apparaissaient à l'horizon. Enfin, pour éviter sa tante et aller à sa rencontre, elle sortit. Quoique les habitations ne fussent éloignées que d'un demi-mille, elles étaient hors de vue l'une de l'autre, mais en marchant jusqu'à 50 yards de chez elle, elle pourrait voir le bout du parc et jeter un regard sur le presbytère et la route qui y conduisait. Elle vit immédiatement le groupe dans la prairie de chez le docteur Grant. Edmond et mademoiselle Crawford tous deux à cheval, côte à côte, puis le docteur et madame Grant, et monsieur Crawford, avec 2 ou 3 domestiques attendant aux environs. Il semblait que tout le monde était bien joyeux, car elle entendait les éclats de voix jusque-là. Elle en éprouva un peu de tristesse, car elle ne comprenait pas comment Edmond pouvait l'oublier, et tout à coup, elle ressentit une anxiété. Elle ne pouvait détacher ses yeux de la prairie et observer tout ce qui s'y passait. D'abord, mademoiselle Crawford et son compagnon firent au pas le tour du champ, qui n'était pas petit. Puis ils commencèrent au petit galop, et cela paraissait extraordinaire à la nature plutôt timide de Fanny de voir comment elle montait. Après quelques minutes, ils s'arrêtèrent complètement. Edmond était tout près d'elle et lui parlait. Il lui expliquait évidemment la façon de tenir ses rênes et lui avait pris la main. Son imagination devina ce que ses yeux ne pouvaient voir. Elle n'avait pas à s'étonner de tout cela. Quoi de plus naturel qu'Edmond soit complaisant et dépensât sa bonté envers tout le monde? Elle pensait que M. Crawford aurait pu aussi bien lui éviter cet ennui, et qu'il eût été plus logique que ce fût lui, le frère, qui apprit à sa sœur à monter.
Mais M. Crawford, malgré son charmant caractère et ses talents de cocher, ne connaissait probablement rien à l'équitation et avait moins de patience qu'Edmond. Elle pensa que c'était bien fatigant pour la pauvre jument d'avoir ainsi un double travail à fournir, et si elle était oubliée, le cheval ne le serait pas. Ses sentiments furent un peu tranquillisés lorsqu'elle vit le petit groupe dispersé, et mademoiselle Crawford encore à cheval, conduite par Edmond à pied, traverser la grille et prendre le chemin au bout duquel elle attendait. Elle eut peur de paraître impolie et impatiente, et marcha à leur rencontre avec l'idée de dissiper tout soupçon. « Ma chère mademoiselle Price, dit mademoiselle Crawford dès qu'elle l'aperçut, je viens vous faire moi-même des excuses pour vous avoir fait attendre, mais je n'ai aucune excuse à dire. Je savais qu'il était tard et que j'agissais très mal, et cependant, s'il vous plaît, pardonnez-moi. L'égoïsme doit toujours être pardonné, vous savez, car il n'y a aucun espoir d'y remédier. » La réponse de Fanny fut extrêmement correcte. Quant à Edmond, il se dit convaincu que Fanny n'était pas pressée. Car il lui reste plus de temps qu'il n'en faut pour que ma cousine puisse faire une promenade 2 fois plus longue qu'à l'ordinaire, dit-il. Et vous lui avez fait le plus grand bien, en l'empêchant de monter une demi-heure plus tôt, car des nuages arrivent maintenant, ce qui l'empêchera de souffrir de la chaleur, comme tout à l'heure. J'espère que vous ne serez pas fatigué de tous ces exercices, et j'aurais préféré que vous vous épargniez cette marche pour rentrer chez vous. Je vous assure que rien ne me fatigue, sinon descendre de ce cheval, dit-elle, en sautant à terre avec son aide. Je suis très forte, et je ne suis pas fatiguée, et je ne suis fatiguée que lorsque je fais ce que je n'aime pas de faire. Mademoiselle Price, je vous cède ma place de mauvaise grâce, mais je souhaite sincèrement que vous fassiez une bonne promenade, et que je n'entendrai dire que du bien de ce cher délicieux animal. Le vieux cocher qui attendait avec son cheval aux environs les avait rejoints maintenant, et Fanny, montant sur le sien, ils se dirigèrent vers une autre partie du parc. Mais son sentiment d'anxiété ne l'avait pas quitté, tandis qu'elle les regardait marchant côte à côte vers le village, et se souvenait des talents d'écuyère vraiment étonnants de mademoiselle Crawford, que son cousin avait observé avec un intérêt au moins égal au sien. « C'est un plaisir de voir une jeune femme avec autant de disposition, » dit le cocher. « Je n'ai jamais vu personne monter avec autant d'aisance. Elle ne semblait pas avoir une ombre de peur, tout à fait différente de vous, mademoiselle. Quand vous êtes montée pour la première fois, il y aura 6 ans bientôt, à Pâques. Mon Dieu, comme vous trembliez quand sir Thomas vous mit sur le cheval la première fois. » Dans le salon, on célébra aussi les talents de mademoiselle Crawford. Le courage et la force que la nature lui avait donnés furent très appréciés par les demoiselles Bertram. Le goût qu'elle avait de monter était pareil au leur, et ses rapides progrès, ne les dépassant pas, elles eurent grand plaisir à faire son éloge. « Il était certain qu'elle monterait bien, » dit Julia. « Elle est faite pour cela. Son allure est aussi souple que celle de son frère. » « Oui, » ajouta Maria, « elle a si bon cœur et elle a la même énergie de caractère. Je ne puis m'empêcher de penser que bien monter à cheval est souvent une question de bonne mentalité. » Quand ils se séparèrent ce soir-là, Edmond demanda à Fanny si elle avait l'intention de monter à cheval le lendemain. « Non, je ne crois pas, si vous désirez la jument, » répondit-elle. « Je ne la désire pas du tout pour moi, dit-il, mais si vous préfériez rester à la maison, je crois que mademoiselle Crawford serait contente de la voir un peu plus longtemps. Pour toute la matinée, en fait. Elle voudrait aller jusqu'au jardin public de Mansfield. Madame Grant lui a vanté le joli coup d'œil qu'il présente, et je suis sûre qu'elle sera du même avis. Mais n'importe quelle matinée conviendrait, car elle ne voudrait pas vous contrarier, et je suis de son avis. Elle ne monte que pour son plaisir, et vous montez pour votre santé. » « Je ne monterai certainement pas demain, » dit Fanny. « Je suis beaucoup sortie ces derniers temps, et je préférerais rester à la maison. Je suis assez forte maintenant pour pouvoir me promener. » Edmond parut satisfait, ce qui fit plaisir à Fanny, et la promenade au jardin public fut décidée pour le lendemain matin. L'excursion comprenait toute la jeunesse excepté elle, et semblait être tout à fait amusante. On en reparla durant toute la soirée, et comme une réunion qui a satisfait tout le monde en entraîne souvent une autre, ils firent de nouveaux plans pour le lendemain.
Il y avait de nombreux endroits à visiter, et comme la nature était chaude, ils décidèrent de faire des promenades plus ombragées. Pendant 4 matinées successives, la petite compagnie alla explorer les environs et faire les honneurs de la contrée aux Crawford. Tout allait à merveille. La bonne humeur se mêlait au plaisir des promenades, malgré la chaleur torride. Mais le 4e jour, il y eut une ombre au tableau. Edmond et Julia étaient invités à dîner au presbytère, et Maria ne l'était pas. C'était arrangé par madame Grant, avec un esprit parfait. Monsieur Rushworth étant justement attendu ce jour-là à Mansfield Park. Mais Maria sentit l'offense et eut de la peine à dissimuler son air vexé jusqu'à ce qu'elle fût de retour chez elle. Comme monsieur Rushworth ne vint pas, l'injure lui parut encore plus profonde, et elle n'avait même pas le soulagement de pouvoir passer sa mauvaise humeur sur lui. Elle dut se résigner à rester avec sa mère, sa tante et sa cousine, et ne manqua pas de montrer sa mauvaise humeur pendant tout le dîner. Entre 10 et 11 heures, Edmond et Julia rentrèrent au salon, rafraîchis par l'air du soir, heureux et pleins de gaieté, tandis qu'ils trouvaient les 3 dames sombres et fâchées, car Maria ne leva même pas les yeux de son livre et Lady Bertram dormait à moitié. Même madame Norris, qui avait été agacée par la mauvaise humeur de sa nièce et dont les quelques questions à propos du dîner n'avaient pas reçu une réponse très rapide, décida de ne plus rien dire. Pendant quelques instants, le frère et la sœur, encore sous l'influence de la charmante soirée qu'ils venaient de passer et du délicieux retour dans la nuit fraîche et sous le ciel plein d'étoiles, ne s'occupèrent guère des autres. Mais après un moment, Edmond, regardant autour de lui, demanda : « Mais où est Fanny ? Est-elle au lit ? » « Non pas que je sache, reprit madame Norris. Elle était ici il y a un moment. » On entendit la douce voix de Fanny partant de l'autre bout de la chambre, des profondeurs d'un fauteuil où elle était installée. Madame Norris commença à la gronder. « C'est tout à fait ridicule, Fanny, de vous isoler comme cela sur ce fauteuil. Pourquoi ne venez-vous pas vous occuper ici comme nous le faisons ? Si vous n'avez pas de petit travail à faire, je puis vous en donner à confectionner pour les pauvres. Il y a toute une pièce d'étoffe qui a été apportée la semaine dernière, qu'on n'a pas encore touchée. Je me fatiguerais bien fort en la coupant, et je trouve que vous pourriez penser aux autres, au lieu de rester à ne rien faire tout le temps sur ce divan, à votre âge. » Avant que la moitié de cette longue tirade ne fût débitée, Fanny était déjà revenue près de la table et avait repris son ouvrage. Et Julia, qui était spécialement de bonne humeur après la délicieuse journée qu'elle venait de passer, voulut défendre sa cousine. « Je dois dire, maman, que Fanny est celle de nous qui est le moins souvent sur le divan. »« Fanny, » dit Edmond, après l'avoir examinée avec attention. « Je suis sûre que vous avez mal à la tête ?» Elle ne le nia pas, mais ajouta que ce n'était pas grave. « Je vous crois difficilement, » répondit-il. « Je vous connais trop bien. Depuis quand l'avez-vous ? » ?»« Depuis avant le dîner. Ce n'est que la chaleur. »« Êtes-vous sortie dans la chaleur ? » ?»« Sortie ? Je comprends qu'elle est sortie !» cria madame Norris. « Voudriez-vous qu'elle restât à l'intérieur par un beau temps comme celui-ci ? Nous sommes tous sortis. Même votre mère a été dehors pendant près d'1 heure. »« Oui, en effet, Edmond, » reprit lady Bertram, qui avait été étonnée de la réprimande désagréable que madame Norris avait faite à Fanny. « Je suis sortie pendant 1 heure. Je me suis assise 3/4 d'heure dans le jardin près des fleurs, tandis que Fanny coupait des roses, et c'était délicieux, je vous assure, quoiqu'il fît chaud. Il faisait plus frais à la maison, mais je préférais rester dehors. »« Fanny a coupé des roses, dites-vous ? » ?»« Oui, je crains que ce ne soit les dernières cette année. Pauvre enfant, elle trouva qu'il faisait si chaud, mais il y en avait tant à couper. » « Il n'y avait pas moyen d'attendre, certainement, » reprit madame Norris d'une voix plus douce. « Mais je me demande si ce n'est pas là qu'elle a attrapé son mal de tête, sœur. Il n'y a rien de plus dangereux que de rester dans le soleil brûlant. D'ailleurs, ce sera passé demain. Passez-lui un peu de votre vinaigre aromatique, j'oublie toujours de remplir mon flacon. »« Elle l'a déjà, » dit lady Bertram. « Je le lui ai donné quand elle est revenue pour la 2e fois de chez vous. »« Quoi ?» s'écria Edmond. « Non seulement elle a coupé des roses, mais elle a encore marché dans cette chaleur, à travers le parc. Elle a été 2 fois chez vous, madame ?
Il n'est pas étonnant alors qu'elle ait mal à la tête. Madame Norris parlait à Julia et n'entendit pas. Je crains que cela n'ait été un peu beaucoup pour elle, dit Lady Bertram. Mais quand les roses furent cueillies, votre tante désirait en avoir chez elle, et il a bien fallu les lui porter. Mais y en avait-il tant que cela pour l'obliger à y aller 2 fois? Non. Mais il fallait les mettre dans la chambre à provision pour les sécher, et Fanny avait malheureusement fermé la porte et emporté la clé. Elle dut la rapporter. Edmond se leva et dit en marchant dans la chambre. Et personne d'autre que Fanny ne pouvait faire cette course? Vraiment, madame, vraiment, c'est une mauvaise action. Je ne sais pas ce que l'on aurait pu faire de mieux, s'écria madame Norris, qui ne pouvait continuer à faire semblant de ne pas entendre, excepté si je l'avais fait moi-même, mais je ne pouvais être à 2 endroits à la fois. Selon le désir de votre mère, j'étais en conversation en ce moment-là avec monsieur Green à propos de la laitière, et j'avais promis à John Groom d'écrire à madame Jefferies pour son fils, et le pauvre garçon m'attendait depuis 1 heure. Je crois que personne ne peut m'accuser d'épargner mes peines, mais je ne puis pas tout faire à la fois. Et je ne trouve pas qu'il était si déraisonnable que ça de demander à Fanny d'aller chez moi, alors qu'il y a à peine 1/4 de mille d'ici. Combien de fois n'ai-je pas fait ce trajet? Je le fais 3 fois en un jour, et par tous les temps, et je ne m'en suis jamais plainte. Je souhaiterais que Fanny ait le quart de votre santé, madame. Si Fanny prenait de l'exercice plus régulièrement, elle ne serait pas abattue pour si peu. Elle n'est plus montée à cheval depuis tout un temps, et je trouve que lorsqu'elle ne monte pas, elle devrait se promener. Si elle était montée auparavant, je ne le lui aurais pas demandé, mais il me semblait que cela lui ferait plutôt du bien, après avoir été penchée sur les rosiers, car il n'y a rien de plus rafraîchissant qu'une petite marche après une fatigue de cette espèce. Et quoique le soleil fût fort, il ne faisait pas si chaud. Entre nous, Edmond, ajouta-t-elle, regardant d'une façon significative sa sœur, c'est le fait d'avoir coupé ces roses en plein soleil, sans bouger, qui a fait tout le mal. Je crains que ce ne soit en effet cela, dit la toute candide Lady Bertram, qui avait tout entendu. Je suis bien peinée de croire qu'elle a attrapé son mal de tête là, car la chaleur était capable de tuer n'importe qui. Je pouvais à peine la supporter moi-même. J'étais assise sans bouger, mais je devais m'occuper de mon petit chien pour l'empêcher d'abîmer les fleurs. C'était déjà trop pour moi. Edmond ne dit plus rien, mais se dirigeant vers une autre table où le plateau du dîner était resté, il prit un grand verre de madère, l'apporta à Fanny et l'obligea à en boire la plus grande partie. Elle aurait voulu pouvoir refuser, mais les larmes qui l'étouffaient lui rendaient plus aisé d'avaler le vin que de parler. Furieux comme Edmond l'était vis-à-vis de sa mère et de sa tante, il était encore plus fâché contre lui-même. La façon dont il l'avait abandonnée était plus impardonnable que ce qu'elles avaient fait. Tout cela ne serait pas arrivé si on s'était un peu plus occupé d'elle, mais depuis 4 jours, elle n'avait pas le choix de ses compagnes d'exercice et n'avait pas le moyen d'éviter les caprices de sa tante. Il était honteux de songer que depuis 4 jours, elle n'avait pas pu monter à cheval, et résolut très sérieusement que cela ne se représenterait plus, même s'il devait refuser un plaisir à mademoiselle Crawford. Fanny alla se coucher, le cœur aussi gros qu'à son arrivée à Mansfield Park. L'état de son esprit avait certainement une part dans son mal de tête, car elle s'était sentie abandonnée, et avait dû lutter contre des sentiments de mécontentement et de jalousie depuis plusieurs jours. Lorsqu'elle s'était couchée sur le divan afin de n'être pas vue, le mal de son esprit était plus fort que celui de sa tête, et le changement qui s'était produit dans la bonté d'Edmond à son égard l'avait fort découragé. Chapitre 8. Les promenades à cheval de Fanny recommencèrent dès le lendemain, et comme c'était un matin plus agréablement frais, moins chaud que les jours précédents, Edmond se dit que sa santé et sa gaieté reprendraient vite le dessus. Tandis qu'elle était partie, M. Rushworth arriva avec sa mère, qui voulait exprimer elle-même combien le projet de venir à Sotherton lui faisait plaisir, projet qui avait dû être retardé à cause de son absence pendant 15 jours. Madame Norris et ses nièces furent enchantées d'entendre reparler du projet, et la date fut fixée pour bientôt, à condition toutefois que M. Crawford fût libre. Et quoique Madame Norris décidât qu'il le serait,
Les jeunes filles suggérèrent d'aller au presbytère pour s'en assurer et voir si le mercredi lui convenait. Pendant qu'il allait faire sa visite, madame Grant et mademoiselle Crawford arrivèrent. Ayant pris un autre chemin, elles ne l'avaient pas rencontré. Elles déclarèrent avoir bon espoir que M. Crawford serait à la maison pour le recevoir. On reparla du projet de Sotherton, car il eût été difficile d'aborder un autre sujet, tant madame Norris était enthousiasmée à cette idée. Madame Rushworth, qui était une femme sans arrière-pensée, polie, prosaïque et empathique, mais désireuse de s'occuper de ses intérêts et de ceux de son fils, insista pour que Lady Bertram fût de la partie. Celle-ci ne se laissa pas persuader, mais sa façon calme de refuser fit croire à madame Rushworth qu'au fond, elle désirait venir, jusqu'à ce que madame Norris l'en eût dissuadée. La fatigue serait trop grande pour ma sœur, je vous assure, ma chère madame Rushworth. 10 miles pour aller et 10 pour revenir, c'est énorme, vous savez. Vous devez excuser ma sœur et vous contenter de nous accepter sans elle. Certes, Sotherton eût été l'endroit qui l'eût tenté pour faire une si longue course, mais ce n'est pas possible. Elle aura la compagnie de Fanny Price et tout sera pour le mieux. Quant à Edmond, quoiqu'il ne soit pas là pour répondre lui-même, je suis sûre qu'il sera enchanté de se joindre à nous. Il pourrait y aller à cheval. Madame Rushworth ne pouvait que s'incliner et regretter que Lady Bertram ne fût pas de la partie. Elle manquerait très fort à la réunion, et madame Rushworth aurait été enchantée qu'elle vînt avec la jeune madame Price, qui ne connaissait pas encore Sotherton, et pour qui elle trouvait dommage de ne pas voir ce joli endroit. « Vous êtes très bonne, vraiment très bonne, ma chère madame, » s'écria madame Norris, « mais Fanny aura d'autres occasions de voir Sotherton. Elle avait toute la vie devant elle, et il était tout à fait hors de question qu'elle y allât pour le moment. Lady Bertram ne pouvait s'en passer. « Oh non, je ne pourrais pas me passer de Fanny !» Madame Rushworth, qui était convaincue que tout le monde devait désirer voir Sotherton, demanda également à mademoiselle Crawford d'être des leurs, et quoique madame Grant n'eût pas trouvé utile de faire visite à madame Rushworth à son arrivée dans le voisinage, et déclina l'invitation pour elle-même, elle fut enchantée de procurer ce plaisir à sa sœur Mary, qui ne fut pas difficile à persuader. M. Rushworth revint du presbytère enchanté de sa visite, et Edmond arriva juste à temps, pour apprendre ce qui avait été décidé pour mercredi, et pour escorter madame Rushworth jusqu'à sa voiture. À son retour dans la salle à manger, il trouva madame Norris en train de se demander si la présence de mademoiselle Crawford dans l'excursion était désirable, ou pas, et s'il y aurait place pour elle dans la voiture de son frère. Les demoiselles Bertram rirent de l'idée et lui assurèrent que la voiture contenait facilement 4 personnes, sans compter le siège sur lequel quelqu'un pouvait l'accompagner. « Mais pourquoi est-il nécessaire qu'on n'emploie que la voiture des Crawford ?» demanda Edmond. « Pourquoi ne prendrait-on pas le coupé de ma mère ? Je n'ai pas compris l'autre jour, quand on a parlé de ce projet, pourquoi il n'était pas plus logique qu'une visite de la famille fût faite dans sa voiture. »« Comment ?» s'écria Julia. « S'entasser à 3 dans ce coupé par ce temps-ci, quand nous pouvons avoir des places dans une grande voiture ? Non, mon cher Edmond, ce ne serait pas admissible. » « Sans compter, dit Maria, que M. Crawford désire nous conduire, comme cela fut décidé au début. C'est une sorte de promesse. »« Et mon cher Edmond, ajouta madame Norris, prendre 2 voitures quand une seule suffit serait un effort inutile. Entre nous, le cocher n'aime pas beaucoup la route qui mène à Sotherton. Il s'est toujours plaint amèrement des chemins étroits qui griffent la carrosserie. Et vous savez que nous ne voudrions pas que la voiture soit abîmée pour le retour de sir Thomas. » « Ce ne sont pas des raisons très jolies pour employer la voiture de M. Crawford, dit Julia. Mais la vérité est que Wilcox est un idiot et ne sait pas conduire. Je vous certifie que mercredi, nous ne trouverons aucun ennui aux chemins étroits. Je suppose qu'il n'y a aucune privation et aucune difficulté à aller sur le siège, dit Edmond. Privation, s'écria Maria, mais je pense que c'est au contraire généralement considéré comme la meilleure place. C'est de là qu'on voit le mieux toute la vue sur la contrée, et probablement que mademoiselle Crawford choisira cette place-là, pour elle. Il n'y a aucune objection alors pour que Fanny aille avec nous, puisqu'il y aura assez de place. Fanny ? Répéta madame Norris. Mon cher Edmond, il n'est pas question qu'elle vienne avec nous. Elle reste avec sa tante. Je l'ai déjà dit à madame Rushworth. Nous ne l'attendons pas.
Vous n'avez aucune raison, j'imagine, madame, dit-il en s'adressant à sa mère, de désirer que Fanny reste avec vous et soit privée de ce plaisir pour votre agrément. Si vous pouviez vous en passer, vous ne désireriez pas qu'elle reste à la maison? Sûrement pas, mais je ne puis m'en passer. Vous le pourriez, si je restais avec vous ici, comme j'ai l'intention de le faire. Tout le monde s'exclama à ces paroles, mais Edmond continua. Oui, il n'y a aucune nécessité que j'y aille, je compte rester à la maison. Fanny désire beaucoup voir Sotherton et elle n'a pas souvent l'occasion d'avoir une distraction. Alors je suppose, madame, que vous serez enchantée de lui procurer ce plaisir. Oh oui, certainement, très contente, si votre tante n'y voit pas d'objection. Madame Norris insista sur l'inconvenance qu'il y avait à prendre Fanny, alors qu'elle avait assuré madame Rushworth qu'elle ne pouvait venir. Ce serait d'une impolitesse. Ce serait si peu respectueux vis-à-vis de celle-ci, qui était un exemple de bonne éducation. Madame Norris n'aimait pas Fanny, et ne désirait pas lui procurer ce plaisir, mais son opposition au désir d'Edmond montrait trop de partialité. Elle avait si bien tout arrangé, et trouvait désagréable de changer ses projets. Mais quand Edmond lui assura qu'elle ne devait pas être en peine de l'opinion et de l'accueil de madame Rushworth, car en la reconduisant, il lui avait suggéré déjà que mademoiselle Price viendrait sans doute aussi, et que madame Rushworth en avait paru enchantée, elle répondit d'un air vexé. « Très bien, comme vous voulez, cela m'est égal. » « Cela semble curieux, dit Maria, que vous restiez à la maison à la place de Fanny. » « Elle peut vous en être joliment reconnaissante, reprit Julia, quittant précipitamment la chambre, consciente de ce qu'elle aurait dû proposer de rester elle-même. Fanny est toujours reconnaissante, répondit Edmond, et la conversation se termina. La gratitude de Fanny lorsqu'elle apprit la chose fut en effet plus grande que le plaisir qu'elle en éprouvait. Elle connaissait mieux que personne la bonté d'Edmond, et en était plus touchée que celui-ci ne pouvait se l'imaginer, ignorant les sentiments de Fanny pour lui. Mais la pensée qu'il se privait d'un plaisir pour elle la chagrinait, et la satisfaction de voir Sotherton sans lui ne lui plaisait pas. La prochaine rencontre des deux familles produisit un autre changement au plan, changement admis cette fois par toute la famille. Madame Grant s'offrit pour venir tenir compagnie à Lady Bertram le jour fixé, et le docteur Grant se joindrait à eux pour le dîner. Lady Bertram était ravie de l'idée et tout le monde fut de nouveau content. Edmond lui-même leur était très reconnaissant de cet arrangement qui lui permettait de faire partie de l'excursion et prétendait y avoir justement pensé avant que madame Grant n'en parlât. Le mercredi fut un jour superbe, et tout de suite après le déjeuner, la voiture arriva. M. Crawford conduisant sa sœur. Tout le monde était prêt, et chacun prit sa place. Qui allait avoir la chance d'être près du conducteur? Ce fut madame Grant qui arrangea la question en disant « Comme vous êtes 5, il faut que quelqu'un monte sur le siège près d'Henri. Et comme vous avez formulé dernièrement le désir d'apprendre à conduire, Julia, ce serait une bonne occasion pour vous de prendre une leçon aujourd'hui. Heureuse Julia. Malheureuse Maria. » En un instant, la première fut sur le siège et la seconde s'installa à l'intérieur, bien à contre-cœur. Puis la voiture se mit en marche avec les souhaits des deux dames qui restaient, et des aboiements du chien dans les bras de sa maîtresse. La route était jolie, et Fanny, dont les promenades avaient été plutôt rares, se trouva vite parmi de nouveaux paysages, qu'elle admira avec satisfaction. On ne lui adressait pas souvent la parole, et elle ne le désirait d'ailleurs pas. Ses propres pensées et ses réflexions personnelles étaient habituellement ses meilleurs compagnons, et elle trouva une très grande distraction à regarder la contrée, la forme des routes, les différences de terrain, l'état de la moisson, les jolis cottages, les bestiaux et les enfants, et ne regrettait qu'une seule chose, c'était de ne pouvoir dire ses impressions à Edmond. C'était le seul point de ressemblance qu'elle avait avec sa voisine, car mademoiselle Crawford était tout à fait différente d'elle. Elle n'avait rien de la délicatesse de sentiment de Fanny, de ses goûts et de ses idées. Elle voyait la nature comme une chose inanimée, et sans observer beaucoup. Son attention n'était attirée que par les femmes et les hommes, ses goûts ne se rapportaient que pour tout ce qui remuait et se voyait. À chaque tournant de la route, elles se retournaient toutes deux pour voir si Edmond les suivait, et c'était leur seul trait d'union.
Pendant les 7 premiers milles, mademoiselle Bertram n'eut pas de grand agrément. Son horizon se fermait à la vue de M. Crawford et de sa sœur, bavardant gaiement côte à côte, et rien qu'à voir son profil expressif quand il regardait Julia avec un sourire, ou d'entendre le rire de celle-ci, elle éprouvait une perpétuelle irritation. Quand Julia se retournait, c'était avec une expression de ravissement, et quand elle leur parlait, c'était d'un ton enjoué. La vue qu'elle avait de la contrée était splendide, et elle souhaitait qu'ils puissent tous la voir, etc., etc. Mais elle n'offrait sa place qu'à mademoiselle Crawford. « Voici un ravissant point de vue, dit-elle. Je voudrais que vous ayez ma place, mais je sais que vous ne voudriez pas l'accepter. » Et mademoiselle Crawford pouvait difficilement répondre avant que l'endroit ne fût dépassé depuis longtemps. Quand ils arrivèrent aux environs de Sotherton, l'humeur de mademoiselle Bertram devint meilleure, car elle avait 2 cordes à son arc, la puissance des Rushworth et celle des Crawford, et dans le voisinage de Sotherton, la première était grande. Ce n'était pas sans un sentiment d'orgueil qu'elle disait que ces bois appartenaient à la propriété de Sotherton, et que tout ceci faisait partie du domaine de M. Rushworth, des 2 côtés de la route. Et c'était un plaisir que d'approcher de l'ancienne demeure, maison ancestrale de la famille, avec toutes ses prérogatives seigneuriales. « Nous n'aurons plus maintenant de mauvaises routes, mademoiselle Crawford. Les mauvaises routes sont dépassées. Le reste du chemin est parfait, car M. Rushworth l'a tout à fait remis en état depuis qu'il a hérité de la propriété. Ici commence le village. Ces cottages sont vraiment disgracieux dans le paysage. Par contre, le clocher du village est reconnu comme étant remarquable. Je suis heureuse que l'église ne soit pas au flanc du château, comme il arrive souvent dans les lieux historiques. Le bruit des cloches doit être ennuyeux. Voici le presbytère, une maison propre. Le pasteur est très aimable, ainsi que sa femme, d'après ce que j'ai entendu dire. Ici, ce sont des hospices, bâtis par des membres de la famille. À droite, la maison du régisseur, un homme très respectable. Maintenant, nous arrivons à la grille du pavillon du concierge, mais nous avons encore presque 1 mille à parcourir à travers le parc. Ce n'est pas laid, comme vous voyez. De ce côté, il y a de jolis futaies, mais la situation de la maison est désastreuse. Nous descendons pendant un demi-mille pour y arriver, et c'est pitoyable, car elle n'eût pas été laide si elle avait eu un meilleur accès. Mademoiselle Crawford, qui devinait les sentiments de mademoiselle Bertram, manifesta une vive admiration, et se fit même un point d'honneur d'exagérer. Madame Norris était charmée et parlait sans cesse, et même Fanny donna son avis et montra son admiration, qui fut très appréciée. Rien n'échappait à ses yeux. Après avoir regardé l'habitation de loin, elle déclara que c'était une demeure qu'elle ne pouvait voir sans un sentiment de respect, et elle demanda où était l'avenue. « Je vois la façade de la maison du côté est. L'avenue doit donc se trouver derrière, de l'autre côté, comme l'a dit M. Rushworth. »« Oui, exactement derrière la maison. Elle commence à une petite distance et monte pendant un demi-mille, jusqu'à l'extrémité des terres. Vous pouvez en voir déjà une partie ici. Les arbres sont tous des chênes. » Mademoiselle Bertram parlait maintenant de tout ce qu'elle savait avec un ton décidé, alors qu'elle avait eu un air si dédaigneux quand M. Rushworth lui avait demandé son opinion. Mais sa vanité et son orgueil étaient flattés au plus haut point, et elle se sentait fière quand elle leur fit monter les marches du perron imposant qui précédait l'entrée principale. M. Rushworth se trouvait à la porte pour recevoir la dame de son choix et souhaiter la bienvenue à toute la compagnie. Dans le salon, madame Rushworth les attendait et les reçut avec cordialité. Mademoiselle Bertram fut au comble de ses désirs. Lorsque les politesses furent échangées, la chose qui devenait des plus nécessaires était de manger, et les portes furent largement ouvertes afin d'introduire toute la petite société dans la salle à manger, où elle se rendit par différentes chambres. Une collation y était préparée avec élégance et abondance. On parla beaucoup, on mangea beaucoup, et tout cela pour le mieux. Le but principal de la journée fut alors considéré. Comment M. Crawford désirait-il aller jeter un coup d'œil général sur la propriété? M. Rushworth proposa son cabriolet. M. Crawford suggéra qu'il serait préférable de prendre une voiture qui pouvait contenir plus de 2 personnes. Se priver de l'avantage du jugement des autres pourrait être une faute, sans parler du plaisir de leur présence. Madame Rushworth proposa de prendre également le coupé,
Mais personne n'acquiesça, et les jeunes filles ne dirent mot et ne sourirent même pas. Madame Rushworth proposa alors de montrer la maison à ceux qui ne l'avaient pas encore vue, et ceci fut accepté avec joie, car mademoiselle Bertram était ravie que l'on fît valoir sa grandeur. Tout le monde se leva, et madame Rushworth les dirigea à travers de nombreuses chambres spacieuses, élevées, et amplement meublées avec le goût d'il y a 50 ans, avec des planchers brillants, du solide acajou, des riches damas, des marbres incrustés et sculptés, le tout fort beau dans son genre. Il y avait abondance de tableaux, quelques-uns de maîtres, mais la plus grande partie était composée de portraits de famille qui n'intéressaient personne d'autre que madame Rushworth, qui faisait les honneurs avec une grâce parfaite. Elle s'adressait principalement à mademoiselle Crawford et à Fanny, qui l'écoutaient avec une attention toute différente. Car mademoiselle Crawford, qui avait vu des quantités de châteaux et n'en aimait aucun, gardait seulement une apparence de politesse intéressée, tandis que Fanny, pour qui chaque chose était nouvelle, écoutait avec un intérêt réel tout ce que madame Rushworth se charmait de rappeler l'histoire déjà connue et imaginant avec ardeur les scènes d'autrefois, racontait du passé de la famille, sa montée vers les honneurs, les visites royales, sa noble conduite. L'état de la demeure excluait la possibilité de visiter toutes les chambres, et tandis que Fanny et quelques autres accompagnaient madame Rushworth, Henry Crawford examinait sérieusement le parc à travers les fenêtres et secouait la tête. Chaque chambre du côté ouest donnait sur un terrain qui commençait l'avenue immédiatement à côté d'une haute palissade et de grilles de fer. Ayant visité plus de chambres qu'il n'en était possible d'employer, et qui ne devaient avoir d'autre but que d'occuper les loisirs des domestiques, madame Rushworth déclara « Maintenant, nous arrivons à la chapelle, que normalement je devrais vous faire voir en entrant par le haut. Mais comme nous sommes entre amis, je vous introduirai de ce côté, si vous le permettez. » Ils entrèrent. L'imagination de Fanny lui avait fait supposer qu'elle allait voir autre chose qu'une chambre spacieuse, longue, disposée pour la dévotion, avec quelque chose de plus solennel qu'une simple profusion d'acajou et de coussins en velours rouge accumulés sur les prie-dieu de la famille. « Je suis désappointée, souffla-t-elle à mi-voix à Edmond. Je ne me faisais pas du tout cette idée-là d'une chapelle. Il n'y a rien de terrible ici, rien de mélancolique, rien d'imposant. Il n'y a pas de bas-côté, pas de voûte, pas d'inscription, pas de bannière, pas d'étendard qui puisse flotter au souffle nocturne du vent du ciel, aucun souffle, aucun signe révélant qu'un monarque écossais y repose. Vous oubliez, Fanny, que cette chapelle a été bâtie il n'y a pas très longtemps, et qu'elle ne peut être comparée avec les vieilles chapelles des châteaux historiques ou des monastères. Celle-ci ne servait qu'à l'usage privé de la famille. Ils ont été enterrés, je suppose, dans l'église de la paroisse. Là, vous trouverez sans doute des bannières et des écussons. Il est sot de ma part de ne pas avoir songé à tout cela, mais je suis désappointée. Madame Rushworth commença. Cette chapelle fut bâtie, comme vous voyez, sous Jacques II. Avant cette période, à ce que j'ai cru comprendre, les bancs étaient en simple bois, et il y a quelques raisons de croire que les revêtements et les coussins des prie-dieu et chaises de famille étaient en simple étoffe, mais ce n'est pas certain. C'est une jolie chapelle qui fut employée matin et soir, journellement. Les prières y étaient toujours lues par le chapelain du château, et beaucoup s'en souviennent encore, mais le dernier monsieur Rushworth ne continua pas la tradition. Chaque génération a ses progrès, dit mademoiselle Crawford à Edmond avec un sourire. Madame Rushworth était partie pour aller répéter sa leçon à monsieur Crawford, tandis qu'Edmond, Fanny et mademoiselle Crawford demeuraient ensemble. « C'est fort dommage, » s'écria Fanny, « que l'habitude n'ait pas été gardée. C'était une si belle chose. Quand il y a une chapelle dans une grande habitation, la présence d'un chapelain est absolument nécessaire. L'idée de toute une famille se rassemblant pour la prière est si belle. » Très belle, en effet, dit mademoiselle Crawford en éclatant de rire. Cela doit rendre sympathiques les chefs de famille, que l'obligation pour les pauvres femmes de chambre et domestiques de quitter leur travail et leur plaisir, pour venir 2 fois par jour ici dire des prières, quand ils inventent toutes sortes d'excuses eux-mêmes pour ne pas venir. Ce n'est pas l'idée que Fanny se fait de la famille, répondit Edmond. Et si le maître ou la maîtresse de maison ne sont pas présents, il y a plus de mal que de bien. En tous les cas, il vaut mieux laisser les gens libres sur de tels sujets.
Chacun aime de faire ce qu'il veut et de choisir son moment et son genre de dévotion. L'obligation, les formalités à remplir, les retenues imposées, la durée de l'office, personne n'aime ces choses-là. Et si les bonnes gens qui étaient habitués à s'agenouiller et à bâiller dans cette galerie avaient pu prévoir que le temps arriverait où des hommes et des femmes resteraient 10 minutes de plus au lit, quand ils s'éveillent avec un mal de tête, sans craindre la réprobation générale, parce qu'ils auraient manqué la prière à la chapelle, ils auraient sauté de joie et d'envie. Ne pouvez-vous pas vous imaginer avec quel sentiment de contrariété les élégantes de la maison de Rushworth venaient souvent dans cette chapelle? Les jeunes mesdames Éléonore et Brigitte, confites dans une apparente piété, devaient avoir la tête pleine d'autres pensées, spécialement si le pauvre chapelain ne valait pas la peine d'être regardé. Et je suis sûre que de ce temps-là, les pasteurs étaient très inférieurs à ce qu'ils sont actuellement. Pendant quelques instants, personne ne répondit. Fanny avait rougi et regardé Edmond, mais était trop furieuse pour parler, et il avait besoin de se reprendre avant de pouvoir dire « Votre vive imagination a de la peine à être sérieuse, même sur des sujets sérieux. Vous nous avez donné un tableau amusant et personne ne pourrait le nier. Nous devons tous sentir, de temps à autre, la difficulté d'exprimer nos pensées, comme nous le désirerions. Mais si vous croyez que c'est une chose fréquente, c'est autre chose. Une faiblesse devient une habitude lorsqu'elle est négligée. Et quelle dévotion privée peut-on attendre de telles personnes? Croyez-vous que les esprits qui se donnent la peine d'aller à la chapelle seraient plus recueillis en privé? Oui, il y a beaucoup de chance, car ils seraient aidés de deux côtés. Ils seraient moins distraits et ne devraient pas prolonger leurs prières. Celui qui n'est pas capable de lutter dans de telles circonstances ne sera pas capable de lutter dans telles autres, je crois. L'exemple des autres l'aiderait davantage. J'admets cependant que ce ne soit pas ainsi, mais je n'ai pas quitté Oxford depuis assez longtemps pour avoir oublié ce qu'étaient les prières à la chapelle. Pendant cette conversation, le reste de la compagnie venant de passer près de la chapelle, Julia appela l'attention de M. Crawford sur sa sœur en disant « Regardez, M. Rushworth et Maria côte à côte, comme si la cérémonie allait avoir lieu. Vous ne trouvez pas ?» M. Crawford sourit et acquiesça. Puis, allant vers Maria, il lui dit à voix basse « Je n'aime pas voir mademoiselle Bertram si près de l'autel. » Surprise, la jeune fille recula instinctivement de 2 pas, mais elle se reprit et affecta de rire en lui demandant tout bas « Qui l'en empêcherait ?»« Je crains d'être capable de le faire, » répondit-il avec un regard significatif. Julia, qui les rejoignait à ce moment, continua la plaisanterie. « Ma parole, c'est vraiment dommage que la cérémonie ne puisse avoir lieu tout de suite. Rien ne serait plus charmant si nous avions la permission nécessaire, car nous sommes justement tous réunis. » Elle en parla si haut et avec tant de gaieté que l'attention de M. Rushworth et de sa mère finit par être attirée, et que celui-ci se crut obligé de débiter quelque galanterie à sa sœur, tandis que Mme Rushworth disait, avec une dignité souriante, que ce serait pour elle un événement des plus agréables lorsqu'il arriverait. « Si au moins Edmond était dans les ordres !» s'écria Julia, en courant vers l'endroit où il se trouvait en compagnie de mademoiselle Crawford et de Fanny. « Mon cher Edmond, si vous étiez dans les ordres, vous pourriez procéder à la cérémonie immédiatement. Quel malheur que vous n'êtes pas encore ordonné. Monsieur Rushworth et Maria sont tout à fait prêts. » La contenance de Miss Crawford aurait pu amuser les spectateurs si quelqu'un l'avait observée, pendant que Julia parlait. Elle paraissait stupéfiée devant cette nouvelle. Fanny en eut pitié. « Comme elle doit regretter tout ce qu'elle vient de dire, » se dit-elle. « Ordonnez, » dit mademoiselle Crawford. « Avez-vous l'intention de devenir un clergyman ?»« Oui. Je prendrai les ordres peu après le retour de mon père, probablement vers Noël. » Mademoiselle Crawford tâcha de reprendre ses esprits, et recouvrant ses couleurs disparues, se borna à répondre. « Si j'avais su cela avant, j'aurais parlé avec plus de respect de ces choses. » Puis elle changea de sujet. La chapelle fut bientôt laissée au calme et au silence qui n'y étaient troublés que par quelques cérémonies par an.
Mademoiselle Bertram, fâchée contre sa sœur, sortit la première, et tout le monde eut l'impression d'y avoir été assez longtemps. Le rez-de-chaussée de l'habitation avait été complètement visité maintenant, et madame Rushworth, infatigable dans ce genre d'activité, voulait montrer l'escalier principal et les chambres supérieures. Mais son fils s'interposa, craignant de n'avoir pas le temps nécessaire. « Car, dit-il, si nous restons trop longtemps dans la maison, nous n'aurons plus le temps d'accomplir ce que nous désirions à l'extérieur. Il est 2 heures passées, et nous devons dîner à 5 heures. » Madame Rushworth se résigna, et l'on examina comment on allait faire le tour de la propriété. Madame Norris faisait déjà des combinaisons de voitures et de chevaux, lorsque la jeunesse, se trouvant devant la porte qui donnait à l'extérieur, s'y précipita, avide d'un peu d'air, et se trouva immédiatement sous les arbres. « Supposons que nous tournions par ici pour commencer, dit madame Rushworth poliment. Ici se trouvent nos plus belles plantes et de curieux faisans. La question est de savoir, dit M. Crawford, regardant autour de lui, si nous ne serions pas capables de trouver quelque chose d'intéressant ici avant d'aller plus loin. Je vois de superbes murs là-bas. Dites, M. Rushworth, voulez-vous que nous tenions un petit conseil ici ? Jacques, dit madame Rushworth à son fils, je crois que le côté sauvage de la propriété sera une nouveauté pour tout le monde. Les demoiselles Bertram n'y ont jamais été jusqu'à présent. Personne ne fit d'objection, mais pendant tout un temps, chacun parut indécis. Les uns étaient attirés par l'idée des faisans, les autres pas, et tout le monde se dispersa. M. Crawford alla examiner ce que l'on pourrait tirer de ce côté de la maison. Le terrain, qui était bordé de chaque côté d'un haut mur, contenait un emplacement de bowling, puis une large promenade, à côté à une palissade de fer et dont la vue s'étendait sur les cimes des arbres solitaires. M. Crawford fut bientôt rejoint par Mlle Bertram et M. Rushworth, et quand les autres finirent par se disperser en groupe, Edmond, Mlle Crawford et Fanny se joignirent à leur consultation sérieuse. Après quelques minutes, ceux-ci s'en allèrent de leur côté, les laissant à leur discussion. Les 3 autres, Madame Rushworth, Madame Norris et Julia, étaient restées en arrière, car celle-ci, dont la bonne étoile ne semblait plus briller, se voyait obligée de rester aux côtés de Madame Rushworth et de cacher son impatience devant le pas traînant de la bonne dame, tandis que sa tante était en conversation avec la gouvernante. Pauvre Julia! C'était la seule des 9 qui n'était pas contente, et se trouvait en pénitence. Si différente de la Julia qui se trouvait sur le siège en arrivant. La politesse qu'on lui avait apprise l'empêchait de s'enfuir, et elle se sentait misérable sous toutes ces belles convenances, car elle ignorait le dévouement, et n'avait jamais été mise en contact avec ce genre de choses. « Il fait insupportablement chaud, » dit mademoiselle Crawford, quand ils arrivèrent sur la terrasse, en face de la porte conduisant à la brousse. « Quelqu'un voit-il une objection à se sentir à l'aise ? Voici un petit bois charmant, si du moins on peut y entrer. Quelle douceur si la porte n'était pas fermée, mais naturellement elle l'est, car dans ces grandes propriétés il n'y a que les jardiniers qui peuvent aller où ils désirent. » Cependant, la porte n'était pas fermée, et ils s'enfoncèrent avec délice dans les fourrés, à l'abri de la chaleur intenable. Une bonne marche les conduisit dans la zone sauvage de la propriété, où se trouvaient surtout des lauriers et des mélèzes, ainsi que des ormes recoupés, sous lesquels il faisait sombre et frais, et où régnait une beauté naturelle très plaisante en comparaison du terrain de bowling et de la terrasse. Ils commencèrent par se promener en silence, en goûtant pleinement le charme et la fraîcheur de l'endroit. Après un moment, mademoiselle Crawford interrompit le silence. « Alors, vous allez vous faire clergyman, monsieur Bertram, dit-elle. J'en suis très étonnée. »« Pourquoi ? Vous supposiez bien que j'adopterais une profession, et comme je ne suis pas un avocat, ni un soldat, ni un marin. »« C'est vrai, mais en réalité je n'y avais jamais songé. Et vous savez, il y a généralement un oncle ou un grand-père qui laisse une fortune au second fils. »« C'est en effet une excellente habitude, dit Edmond, mais elle n'est pas universelle, et je suis une exception. C'est pourquoi je dois faire quelque chose, par moi-même. » « Mais pourquoi avez-vous choisi d'être pasteur ? Je croyais que c'était le lot du plus jeune, quand il y en avait d'autres à caser avant lui. » « Croyez-vous que l'Église elle-même ne choisit jamais ? » « Jamais n'est pas anglais, mais pas souvent, oui, je le crois.
Car qu'y a-t-il à faire dans l'Église? Les hommes aiment à se distinguer et dans toutes les carrières ils peuvent y arriver. Mais non dans l'Église. Un pasteur n'est rien du tout. Dans la conversation, le rien a beaucoup de degrés, aussi bien que le jamais. Un pasteur ne peut pas se distinguer dans la société ou dans la mode. Il ne peut pas porter perruque ou donner le ton de l'élégance. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être quelqu'un quand même. Je ne dis pas qu'il est rien, celui qui a la charge de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Je veux dire que l'individu lui-même, la collectivité, la personnalité temporelle et éternelle. Il est gardien de la religion et de la morale, et par conséquent, doit agir par son influence. Personne ne veut dire que ce n'est rien. Si l'homme qui a ses charges n'est rien, c'est qu'il néglige son devoir en dépassant ses droits et en voulant paraître ce qu'il ne doit pas être. Vous donnez à un clergyman plus d'importance qu'il n'en a. On ne s'aperçoit pas beaucoup dans la société de son influence, et comment pourrait-il en être autrement, alors qu'on en voit si rarement? Comment voulez-vous que 2 sermons par semaine, même en supposant qu'ils vaillent la peine d'être écoutés, puissent influencer la façon d'agir et de penser de toute une paroisse pour le reste de la semaine? On voit rarement un pasteur hors de sa chair. Vous parlez de Londres, et moi, je parle de toute la nation en général. La capitale n'est-elle pas un exemple suffisant? J'espère qu'elle n'en est pas un, en ce qui concerne la proportion des vertus et des vices de tout le royaume. Ce n'est pas dans les grandes villes que nous devons chercher le plus de moralité. Ce n'est pas là non plus que les gens agissent le mieux, et ce n'est certainement pas là que l'influence du clergé se fait le plus sentir. Un bon prédicateur est écouté et admiré, mais ce n'est pas dans de beaux sermons seulement qu'un bon prêtre peut se rendre utile à sa paroisse et à son voisinage, quand ceux-ci sont capables d'apprécier son caractère privé et d'observer sa conduite générale, ce qui est rarement le cas à Londres. Le clergé est perdu dans le nombre de ses paroissiens, et la plupart du temps il n'est connu que par ses sermons. Et quant à l'influence de leurs actes publics, mademoiselle Crawford ne doit pas mal interpréter ce que je veux dire, et croire que je les cite comme exemple et arbitre de bonne conduite, de raffinement et de courtoisie. Ce ne sont pas les maîtres de cérémonie de la vie. Leur conduite est peut-être le résultat de bons principes. Elle est en réalité l'effet de ces doctrines, qu'il est de leur devoir d'enseigner, et vous remarquerez souvent qu'en général, le reste de la nation est semblable au clergé, qu'il soit ou non ce qu'il devrait être. Certainement, dit Fanny, avec une douce fermeté. Voilà, s'écria mademoiselle Crawford. Vous avez déjà tout à fait convaincu mademoiselle Price. Je souhaiterais convaincre mademoiselle Crawford aussi. Je ne crois pas que vous le puissiez jamais, répondit-elle avec un fin sourire. Je reste tout autant surprise que vous songiez à entrer dans les ordres. Vous valez mieux que cela. Croyez-moi, changez d'idée. Il n'est pas trop tard. Faites votre droit. Faire mon droit? Comme si c'était aussi facile que d'aller dans le bois, d'aller là-bas. Vous allez dire sans doute que c'est au barreau que la solitude est la pire, mais je vous ai devancé. Souvenez-vous que je vous ai prévenu. Vous n'aviez pas besoin de vous dépêcher, alors que votre but n'était que de m'empêcher de dire un bon mot, car je n'ai pas le moindre esprit. Je suis trop objectif, trop ouvert. Je puis chercher pendant une demi-heure le sens d'une répartie avant d'en avoir trouvé l'esprit. Un silence général suivit. Chacun réfléchissait. Fanny prit la parole. Je me demande si je me sentirai jamais fatiguée en me promenant dans ce bois délicieux. Mais la prochaine fois que nous rencontrerons un siège, si cela ne vous déplaît pas, je serai contente de m'asseoir un moment. Ma chère Fanny, s'écria Edmond, lui prenant immédiatement le bras. Comme je suis distrait, j'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée. Peut-être, ajouta-t-il en se tournant vers mademoiselle Crawford, peut-être mon autre compagne serait-elle heureuse de prendre mon autre bras? Merci, je ne suis pas du tout fatiguée. Elle le prit cependant en disant cela, et la gratitude qu'il ressentait de sa compréhension lui fit un peu oublier Fanny. Vous me touchez à peine, dit-il, je ne sers à rien. Quelle différence dans le poids d'un bras de femme comparé à celui d'un homme? À Oxford, je me promenais souvent dans la rue, bras dessus, bras dessous avec un compagnon, et vous me paraissez une mouche en comparaison.
Je ne suis vraiment pas fatiguée, ce qui m'étonne, car nous avons bien parcouru 1 mille dans ce bois. Vous ne croyez pas? Pas un demi-mille, répondit-il brusquement, car il ne désirait pas du tout évaluer la distance. Oh! Vous ne vous rendez pas compte de ce que nous avons marché. Nous avons fait de nombreux détours, et le bois lui-même doit avoir un demi-mille en ligne droite. Et nous n'en avons pas encore vu la fin. Mais si, vous vous souvenez, avant que nous quittions le grand chemin, on voyait l'autre bout. On voyait très clairement tout le parcours, et cela ne doit pas être plus qu'un furlong de longueur. Oh! Je ne connais rien à vos furlongues, mais je suis sûre que le bois est grand, et que nous nous sommes promenés tout le temps depuis que nous y sommes entrés. Quand je vous dis que nous avons bien parcouru 1 mille, je suis en dessous de la vérité. Il n'y a qu'un quart d'heure que nous sommes ici, dit Edmond en regardant sa montre. Nous croyez-vous capable de parcourir 4 000 en 1 heure? Oh, ne m'attaquez pas avec votre montre. Une montre va toujours trop vite ou trop lentement. On ne peut pas s'y fier. Quelques pas de plus les menèrent à la fin du bois, et regardant en arrière, ils virent un banc bien ombragé et abrité. Ils allèrent s'y asseoir. J'ai peur que vous ne soyez très fatiguée, Fanny, dit Edmond en la regardant. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Ce serait un mauvais jour de plaisir pour vous, si vous étiez souffrante à cause de cette promenade. Tous les exercices la fatiguent vite, vous voyez, mademoiselle Crawford, excepté monter à cheval. C'est honteux de votre part, alors, de me laisser ainsi prendre son cheval, comme je l'ai fait la semaine dernière. J'en suis confuse pour vous, et pour moi, mais cela n'arrivera plus jamais. Votre attendrissement et vos reproches me font encore plus sentir mon impardonnable négligence. Les intérêts de Fanny semblent être mieux dans vos mains que dans les miennes. Qu'elle soit fatiguée maintenant ne m'étonne guère, car rien n'est plus fatigant que ce que nous avons fait ce matin. Visiter une grande demeure, déambuler d'une chambre à l'autre, concentrer son attention, écouter ce qu'on ne comprend pas et admirer ce pourquoi on se sent dépourvu d'intérêt. C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux au monde, et mademoiselle Price a dû le reconnaître pour la première fois sans doute. Je serai vite reposée, dit Fanny. C'est un rafraîchissement délicieux que de s'asseoir dans l'ombre par un beau jour, en regardant la verdure. Après avoir été assise quelques instants, mademoiselle Crawford se leva. Je dois remuer, dit-elle. Le repos me fatigue et j'ai regardé trop longtemps ce même paysage. Je vais aller le voir à travers cette grille de fer, sans pouvoir le voir aussi distinctement. Edmond se leva également. Maintenant, mademoiselle Crawford, si vous voulez regarder la promenade, vous vous rendrez compte qu'elle ne peut avoir un demi-mille, ni même un quart de mille de longueur. C'est une immense distance, dit-elle. Je vois cela en un clin d'œil. Il tâcha de la raisonner, mais en vain. Elle ne voulait ni comparer, ni calculer. Elle ne voulait que sourire et soutenir qu'elle avait raison. Ils bavardèrent avec plaisir et pour finir, décidèrent de se rendre compte des distances du bois en s'y promenant encore un peu. Ils allaient aller jusqu'au bout, prendraient un petit détour, si c'était nécessaire, et seraient de retour dans quelques minutes. Fanny se déclarait reposée et voulait se remettre elle aussi en marche, mais ils ne l'admirent pas. Edmond insista tellement pour qu'elle restât assise où elle était, qu'elle dut se soumettre, en pensant avec joie aux soins que son cousin prenait d'elle, et avec peine à sa santé délicate. Elle les regarda partir jusqu'à ce qu'ils aient tourné le coin et écouta longtemps le son de leurs pas. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain, la seule maison du monde où on ne range pas le linge. Je vais finir par le faire, mais il fait chaud. On vient de lire de nouveau 3 chapitres de Mansfield Park et je trouve que c'est plus intéressant que la semaine dernière. Alors il y a encore quand même un sacré paquet de personnages, parce que donc il y a les Bertram, les 2 frangines, donc Madame Norris et Lady Bertram. Il y a les 2 filles Bertram, Julia et Maria. Il y a le fils Bertram, Edmond. Je sais plus si l'aîné est rentré, Tom je crois qu'il s'appelle, je crois pas. Il y a les Crawford, donc c'est les qui sont hébergés par Madame Grant, la sœur
la sœur des Crawford. Donc Monsieur et Madame Grant, Monsieur Grant, c'est celui qui a récupéré la paroisse, un truc comme ça. C'est le nouveau clergyman parce que comment dire, Edmond n'est pas encore entré dans les ordres. On a Monsieur et Madame Rushworth et je crois qu'il y a le fils et je crois bien qu'il y a les parents. Il y a le père et la mère, il me semble. J'ai un doute. Donc le jeune Rushworth, c'est celui qui est promis plus ou moins à Maria. Enfin, ils sont promis à Maria, mais ils doivent attendre le retour de Papa Bertram de Antigua pour se marier. Même si Papa Bertram a dit c'est bon, je vous donne mon autorisation, mais vous m'attendez quand même pour la petite sauterie. Et nous avons donc Fanny. Ce coup-ci, Fanny, elle a parlé quand même. Non, mais je plaisante, mais en fait, je trouve que dans ce livre-là, elle est peut-être trop dans la subtilité. Et comme Fanny, c'est un personnage qui ne s'impose pas du tout, je pense que certains lecteurs pourraient la trouver ennuyeuse. C'est pas mon cas, moi j'aime bien. Elle est quand même assez conservatrice, je pense. Fanny, elle est souvent d'accord avec Edmond, mais en même temps, c'est Edmond qui l'a, en quelque sorte, éduquée, qui lui a conseillé des livres qu'elle a lus, etc. Ce qui fait que Fanny, elle s'accorde en fait avec les pensées d'Edmond. On a quand même une petite nénette qui se fait quand même grave maltraiter, je trouve, mais par tout le monde sauf Edmond. Edmond, il est super aux petits soins avec elle et je trouve ça mignon. Mais il est en fait, Edmond, il est tellement aux petits soins avec Fanny qu'il finit par ne pas l'écouter. Et il est tellement, je pense aussi aux petits soins avec Fanny parce que en fait personne ne s'occupe de cette jeune fille. Elle est déconsidérée par tout le monde. On la prend vraiment pour une boniche. Euh, on l'écoute pas du tout. Il y a une sortie de prévue. Oh, bah c'est bon, Fanny, elle va garder Lady Bertram qui doit garder son chien. C'est pas évident. Et en plus, ça dit rien, hein. Je trouve que la scène où Fanny était partie se planquer sur le divan parce qu'elle avait une migraine, parce qu'elle avait eu chaud, elle était vraiment révélatrice de la manière dont ses tantes, donc Lady Bertram qui habite à Mansfield Park et Madame Norris qui habite je sais plus où. Donc Madame Norris c'était l'épouse de Monsieur Norris et je crois bien que c'est lui qui avait le presbytère avant. Mais Monsieur Norris il est mort parce qu'il avait des soucis de santé, il avait la goutte notamment. Ça c'est dont je me souviens. Et Madame Norris, elle est vraiment en train d'essayer de régenter tout le monde, de manipuler tout le monde pour que les choses se fassent comme elle l'a décidé. Et parce qu'au final, en fait, je pense que Madame Rushworth, elle s'en fout de qui c'est qui vient pas. Mais d'ailleurs, j'ai complètement zappé pourquoi Edmond, au final, il ne reste pas avec sa mère. C'est quelqu'un a dû prendre un relais, en fait, de la maman. Donc, Madame Bertram, enfin Lady Bertram, j'insiste. C'est surtout les nouvelles, enfin les souvenirs que j'avais de l'adaptation que j'avais vue. Lady Bertram, elle a pas de soucis de santé, hein. Elle est juste shootée tout le temps. Elle est sous laudanum ou sous opiacé, elle est shootée, Lady Bertram, hein. Donc je pense que c'est peut-être un peu pour ça que qu'elle a besoin de quelqu'un en fait auprès d'elle. Donc je sais pas s'il y a des angoisses ou je sais pas quoi, mais enfin il y avait des scènes en fait dans le film dans Mansfield Park, le film où Lady Bertram en pleine conversation, elle s'empâche sur le canapé et elle ronfle quoi. Donc c'est assez rigolo. Et là, Lady Bertram, je la trouvais un peu plus présente, un peu plus à dire les choses, même si au final, en fait, elle dit des choses qui sont très consensuelles. Elle ne, elle n'a pas d'opinion propre en fait, Lady Bertram. Mais Fanny, qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que je trouve que, je pense très sincèrement que des personnages qui sont timides, qui sont effacés, qui ne s'imposent pas du tout, comme Fanny, sont pas faciles à écrire et sont peut-être pas faciles non plus à apprécier comme personnage par les lecteurs. Euh, Là en plus, on n'a pas
on n'a pas accès tant que ça aux émotions en fait des personnages parce que tout est dit. Là, le show don't tell, vous oubliez. Le show don't tell, c'est une technique scénaristique, donc ça vient du cinéma, il me semble, où en fait, au lieu de dire que Fanny Price, elle était triste et parce que elle se sentait amoureuse d'Edmond et un truc comme ça, euh, c'est expliquer en fait que Fanny voit par exemple Edmond discuter avec Mademoiselle Crawford, Mademoiselle Crawford rit très fort, le cœur de Fanny se serre, non, faut le montrer en fait. Enfin, Fanny sent son cœur se serrer dans sa poitrine et immédiatement ses yeux se mettent à briller, mais elle, elle passe un petit coup de mouchoir en fait sur ses yeux en faisant semblant d'avoir une poussière dans l'œil, un truc comme ça. Je suis pas sûre d'être très claire là, mais on n'est pas du tout dans du show don't tell, on est que dans du tel. Et ce qui fait que c'est une écriture qui n'est plus moderne du tout. Je dis pas non plus que c'est passé, c'est pas chiant, moi j'ai pas trouvé ça chiant. Ceux d'avant, les 3 chapitres d'avant, je les avais trouvés un petit peu plus durs parce que je décrochais moi-même à la lecture. Là, j'ai pas décroché beaucoup. Il y a juste des fois des paragraphes où j'ai pas retenu en fait. Mais et en plus à l'origine, je voulais pousser un petit peu et lire le chapitre suivant. Mais bah tant pis. Je trouvais que vraiment la fin de ce chapitre-là, donc la dernière phrase du chapitre là, c'est Edmond et putain, t'es chiante. C'est Edmond et Mademoiselle Crawford qui s'éloignent et elle les regarde à partir jusqu'à ce qu'ils aient tourné le coin et écouta longtemps le son de leurs pas. Donc on est vraiment dans un personnage qui n'est pas du tout actif, qui est très passif. Et je pense elle est suffisamment intelligente, Fanny, pour se rendre compte qu'elle est très attachée à Edmond, et plus qu'un attachement d'une cousine pour son cousin. Et bah, sauf que du coup, elle n'est pas encore là-dedans, elle n'est pas encore à s'imposer, peut-être qu'elle va le faire. Mais moi, je me souviens que c'est quand. Je vous redirai plus, je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment justement où elle va s'opposer à quelque chose, et c'est là que je la trouve la plus touchante. Mais vous verrez, ça va venir. Il va y avoir la révolte des passifs. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez des autres personnages. Mademoiselle Crawford, j'ai du mal à la blairer en fait. Et la grosse boulette qu'elle fait en critiquant la religion et en se rendant compte que Edmond l'intéresse en fait. Elle cherche à se marier cette femme-là. Et elle pensait que comme les Bertram sont riches, et comme il est deuxième fils, qu'il a quand même un petit pactole aussi. Sauf que lui qui veut devenir clergyman, eh ben, c'est quelque part aussi renoncer à une éventuelle fortune parce que je pense qu'ils sont plus dans le. Peut-être pas le serment de pauvreté absolu non plus, mais c'est. C'est forcément une vie qui est un peu plus humble. Et c'est pas ce qu'elle recherche, Mademoiselle Crawford. Je comprends pas pourquoi, en fait, elle s'intéresse à Edmond, parce qu'ils sont tellement différents. Parce qu'elle, elle n'est que politesse, elle est très superficielle, elle est très fausse, surtout. Mais je comprends, en fait, que Edmond s'intéresse à elle, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est polie, parce qu'elle a de l'esprit, et elle est sans doute elle sort de l'ordinaire, je pense, des femmes qu'il a l'habitude de rencontrer. Mais je comprends pas l'inverse. Parce que pour moi, cette femme-là, Mademoiselle Crawford, c'est quelqu'un qui a besoin de plus de brillant, de clinquant, tout ça. Elle n'a pas besoin d'Edmond. Et elle n'a pas l'air de rechercher spécialement quelqu'un qui est... elle n'a pas l'air de rechercher quelqu'un d'un peu plan-plan comme Edmond. Edmond, il est assez moralisateur quelque part, mais il est droit dans ses bottes. Il pourrait presque être un peu chiant en fait, Edmond. Moi, je l'aime bien. Droit dans ses bottes, j'aime bien ça. Je le trouve correct en fait. Edmond, il est correct. Mademoiselle Crawford, je sais pas. Moi, je la trouve super hypocrite en fait. Et
elle va vraiment dire les choses qu'on attend d'elle, quitte à revenir en fait sur ce qu'elle avait dit et qu'elle pensait vraiment. Enfin, je la trouve fausse, je l'aime pas. Madame Nourri, ça m'emmerde aussi. Je l'aime pas non plus. Je trouve que les gens sont pas gentils avec Fanny. Et même Edmond, sans faire exprès en fait, il prend soin de Fanny en lui proposant, bon, allez, viens, on va s'asseoir un peu. Mais dès que mais dès que l'autre grognasse, là, en fait, elle veut aller se promener, ah bah, venez, prenez mon bras et tout ça. Donc voilà, Edmond, tu me déçois. Je suis déçue. Pourtant, tu as le prénom du Basséhound qui était le chien des gardiens de mon lycée, qui pleurait pendant des heures aux portes pour qu'on lui ouvre. Donc, il rentrait même dans la cantine. Donc Edmond, c'est un prénom pour lequel j'ai une infinie affection. Donc voilà, je préfère ce Basséhound à Edmond. Moi, j'arrête. Bon, en tout cas, moi j'aime bien. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus d'antagonisme par la suite. Alors pour rappel, si mes calculs sont bons, il va rester pour la troisième partie 3 dimanches, parce que là on arrive page 60, soit à 20%. On est à 20% de Mansfield Park. Il reste 3 dimanches pour la première partie. Ensuite, il y a une deuxième partie de 12 chapitres et une troisième partie de 17 chapitres. Il fait un peu moins de 300 pages e-book. Donc je sais pas à combien ça correspond en page papier. Mais bref, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus à part profitez bien de votre dimanche. Je vous souhaite une très belle journée, ensoleillée mais pas trop. Il faisait vraiment chaud ces jours-ci là. C'est pour ça que je suis aux fraises. Moi, c'est que j'arrivais pas à dormir parce qu'il faisait trop chaud. Et là, je vais pas arriver à dormir parce que j'ai dormi une partie de l'après-midi, comme d'hab. Mais bah, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Mercredi prochain, il y a de fortes chances que je tourne une vidéo qui s'appelle le Mid-Year Freakout Book Tag. C'est un bilan de la mi-année en gros. Ça permet de rappeler un peu les livres dont j'ai parlé sur les 6 premiers mois. Et il faut que je trouve aussi une idée sur la manière sur la manière d'évoquer un peu les manuscrits, parce qu'il y avait des trucs qui étaient super cool. Pas les trucs dont j'ai pas le droit de parler parce que confidentialité. En fait, c'est un petit peu de tous les manuscrits, mais j'aimerais bien en fait parler des comités de lecture d'une certaine manière. Faut que je trouve comment. Donc, et puis là j'ai une envie d'aller sur de la lecture un peu légère, aventure, pas de la romance. Je suis un peu une overdose là. Je vais repartir sur de la blanche, je pense, un peu littérature de voyage et sans doute de la fantaisie aussi. Et j'ai envie d'enchaîner des bouquins courts. Je pense que je ferai un petit tour en bibliothèque plusieurs fois pour aller lire un peu de la BD ou du manga ou du graphique. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, à mercredi prochain pour la vidéo sur le bilan de mi-année. Je vais peut-être faire aussi la semaine prochaine une vidéo sur des formations auteurs, des formations ou des outils pour les auteurs, donc une petite vidéo très courte, dans le cadre d'une affiliation ou pas. On verra ce sur quoi j'avance. Allez, salut! Passez une très belle journée.